Vous êtes plus de 35 personnes sur le webinaire. Ben, tout d'abord, merci beaucoup. Merci de prendre du temps pour ce vendredi midi sur votre pause repas pour nous écouter. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler donc de la Digital Health en 2.0, de vous expliquer les nouvelles tendances, les nouveaux challenges. On a vraiment imaginé ce webinaire comme quelque chose d'interactif. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à envoyer des messages sur le chat, à interagir avec nous quand on vous pose des questions. Ça sera avec grand plaisir. Il y a la possibilité de le faire de manière anonyme, donc n'hésitez pas. Oui, ça comme un live Twitch, un live TikTok, un live YouTube. Exactement. On est comme si on était dans votre salon ou dans votre open space pour échanger avec vous en ce vendredi midi. Et pour l'occasion, on va commencer par un petit sondage. Donc, dégainer un peu vos clics. Le petit sondage d'aujourd'hui, c'est quel objet du quotidien sera votre compagnon de santé de demain? Donc, est-ce la télévision, le frigo ou bien les toilettes? Oula, c'est parti directement. Alors, je ne sais pas si on peut voir les résultats en direct ou s'il n'y a que nous. Ouais, je pense que, Je pense que tout le monde pourra. ouais. Alors, merci. Il reste encore pas mal de réponses. Vous êtes 24 votants, n'hésitez pas. Est-ce que le son est bon? Parce que dans l'un des commentaires, ils nous disent que aucun des trois. Aucun des trois. Ah, c'est intéressant. OK. Allez, il reste encore quelques secondes pour Répondre. répondre. Ok, merci. On a 30 réponses. 30 réponses. Allez, on va dire à 35, les questions seront closes. Pour l'instant, c'est le frigo qui commence à être en tête. La télé a largement été dépassée et les toilettes se retrouvent en deuxième position. Alors, je vais juste mettre fin au sondage. Alors, Safia, c'est une super bonne question. Ouais. La réponse, en fait, les trois aussi sont bien, mais la réponse, c'est les toilettes. Effectivement, parce que dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, Weaving, une des startups en vogue en ce moment, a lancé, j'en parlerai un peu plus tard, mais a lancé un laboratoire qui va permettre d'analyser les urines et pouvoir vous donner des retours sur votre hydratation, sur votre nutrition et aussi notamment sur l'aspect un peu plus santé de la femme avec les cycles. Mais avant ça, on va faire une petite aparté sur les applications qu'on peut retrouver ou les solutions qu'on peut retrouver dans le bien-être ou fitness. Là encore sur les commentaires, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des montres connectées ou si vous avez l'habitude d'utiliser des applications pour faire du sport. Mais c'est quelque chose qui va permettre non seulement de traquer vos activités, mais de relever, de récolter des données sur la pression artérielle, sur l'oxygénation. Ça peut aussi être en termes de glucomètre. Toutes ces données-là vont nous permettre d'analyser votre quotidien, d'analyser aussi votre santé et peuvent être utilisées par tous et pour tout le monde. Avec un petit chiffre, actuellement, il y a 7 milliards d'IoT connectés dans le monde et on en attend pour la part du marché, on attend une part de marché à 22 milliards d'ici 2025, donc quelque chose qui est assez conséquent. Et donc ces outils-là peuvent être utilisés tous les jours, mais aussi ont une certaine influence actuellement dans la santé. Tu peux aller, petite slide, oui. Oui. Alors, Safia, on nous pose la question dans le chat. Est-ce que ça peut également servir pour de la prévention en plus du bien-être? Justement, c'est une bonne transition. Voilà. Donc ici, on a toutes les applications possibles, l'IoT. Donc l'IoT, ça peut être des objets qui vont permettre d'être utilisés dans la pratique courante. Ça peut être des IRM connectés, ça peut être des montres connectées, ça peut être des bracelets connectés, des serre-têtes connectés, tous les objets en fait qui peuvent être connectés à une application et peuvent récolter des données pour être utilisés par les professionnels de santé ou même pour le patient, pour lui-même, pour suivre sa maladie, pour suivre ses symptômes, pour voir un petit peu son taux d'hydratation. Et ça peut être appliqué à plusieurs types de pathologies.
Donc, en cardiologie, en santé mentale, santé de la femme ou même en neurologie. Et c'est très utilisé notamment en télésurveillance. Et en suivi de patients. Je voudrais prendre l'exemple de la cardiologie parce que voilà, on peut avoir des électrocardiogrammes connectés, on peut mesurer la pression artérielle, on peut mesurer l'oxygénation et on peut voir en fait l'état de santé du patient. Et toutes ces données-là, donc ça va générer énormément de données et vous le savez très bien que les données de santé peuvent être utilisées pour plusieurs applications. Mais voilà, toutes ces données vont être envoyées au médecin. Et le médecin, lui, de son côté, pourra suivre voilà, en temps réel le patient, pourra adapter son traitement, pourra adapter voilà, les posologies et avoir un regard assez voilà, précis de l'état de santé du patient. Alors, on nous fait une remarque dans le chat, Safia. Effectivement, là, on n'est plus sur des applications Oui, bien-être. on Hein. n'est plus sur des applications On bien-être. est passé à un stade qui est bien au-dessus, c'est bien ça? C'est ça. Et en fait, donc tous ces dispositifs médicaux suivent la réglementation, bien évidemment, des dispositifs médicaux, doivent avoir des effets cliniques prouvés. Et aussi... Avoir des vérifications, souvent du exactement. marquage CE pour être utilisé auprès du public. Marquage CE obligatoire. J'en parlerai un petit peu après, mais tous ces dispositifs médicaux peuvent aussi être des thérapies digitales. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la notion de thérapie digitale. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour qu'on puisse voir un peu votre niveau de connaissance sur toutes ces solutions. Alors, on n'a pas fait un sondage pour chaque question C'est à ça. chaque fois, mais n'hésitez pas. Donc, ouais, pour la santé mentale aussi, notamment, ça peut être... il existe des montres, des bagues qui peuvent... qui peuvent suivre un petit peu votre sommeil, pour suivre un petit peu votre niveau d'anxiété et pour pouvoir vous donner des conseils pratiques sur votre état de santé, sur votre état mental. Et ça peut être aussi des montres ou des bracelets qui vont pouvoir directement stimuler le cerveau et vous permettre voilà, de diminuer tous les effets néfastes un peu de cette pathologie. Il y a plein d'applications, il y a plein de possibilités et j'en serais ravie de pouvoir plus en parler, mais bon, on a un temps un petit peu imparti. Mais voilà, donc un peu à gauche, vous avez ce dont je vous ai parlé un peu, Weaving. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Actuellement, pourquoi les toilettes par rapport au sondage, on va en moyenne 7 fois par jour aux toilettes. Cette petite box va pouvoir être mise dans les toilettes et va pouvoir analyser votre urine, votre taux d'hydratation. Ils disent qu'ils peuvent analyser plus de 3000 métabolites. Quelque chose d'énorme. Et directement sur l'application, on va vous permettre de donner des conseils de recettes, d'hygiène. Weaving a pour but, en fait, de switcher du bien-être à la santé et pouvoir donner tous ces insights-là, tous ces données-là directement aux professionnels de santé pour pouvoir mieux prendre en charge le patient. Alors, on a une question, trop d'applications, l'utilisateur s'y perd. Une pour regrouper l'ensemble, c'est une très bonne question et ça sera en fait une partie un tout petit peu plus tard dans ce webinaire, donc pas de spoil sur les next steps. C'est ça. Et aussi, il y a quelque chose une startup qui s'appelle Lura Health. En bas à droite, vous avez une petite illustration. C'est en fait un petit capteur, un petit senseur qui va se mettre au niveau de l'implant dentaire et qui va pouvoir analyser votre salive. Et voilà, le pH, quelques électrolytes, pour pouvoir peut-être faire de la prévention. Ils se disent à faire de la prévention pour les maladies rénales notamment. Mais oui, toutes ces applications peuvent, télésurveillance, prévention, amélioration de la prise en charge et à but thérapeutique également. J'en parlerai un peu plus avec les thérapies digitales. Cette slide-là pour vous montrer qu'en fait, il y a le wellness, c'est bien, mais pourquoi en fait c'est utile dans la prise en charge du patient, c'est qu'en fait, j'ai eu pas mal de retours de laboratoires qui me disaient, qui ont des retours eux-mêmes des professionnels de santé. Les professionnels de santé, ils se focus sur la prise en charge, sur le traitement, moins sur la qualité de vie, moins sur les symptômes un petit peu, sur la nutrition, sur la santé mentale. Et les applications de bien-être combinées aux médicaments peuvent booster, peuvent
ramener une prise en charge optimale pour le patient. Et ce qu'on va pouvoir voir aussi à travers les thérapies digitales, c'est qu'en fait, ces thérapies digitales vont pouvoir être couplées à un médicament et vont pouvoir aider à guérir ou aider à limiter l'aggravation d'une maladie. Je prends l'exemple des maladies mentales qui vont pouvoir, notamment l'application va pouvoir être là 24 heures sur 24 avec le patient. Le patient pourra donner un petit peu ses états d'âme, discuter avec une communauté, pouvoir avoir la possibilité de parler avec un coach et pouvoir être traité constamment grâce à ces outils. Donc, si je comprends bien, Safia, on n'est plus seulement dans du traitement, mais on est aussi dans du bien-être et un soin complet grâce digital. C'est ça, c'est ça. Et c'est vers cette tendance-là qu'on aimerait que la santé va pouvoir évoluer. C'est plus en fait l'objet du médicament en lui-même qui va traiter. Bien évidemment, le médicament reste indispensable pour la plupart des pathologies, pour la plupart des pathologies, les maladies chroniques, l'oncologie bien évidemment, la cardiologie, mais couplé avec une solution digitale, couplé avec un dispositif médical portable, une montre, une application ou bien même un device pour stimuler, pour envoyer des neurostimulations, des épilepsies, ça peut être aussi c'est quelque chose qui est très, très, très primordial. Ici, un petit chiffre, parce que les chiffres, ça fait toujours plaisir. Le marché est en grande croissance depuis la crise du Covid-19, avec une petite estimation de part de marché de 731 milliards d'euros vers 2028. Pour passer aux thérapies digitales, c'est l'une des fragments qui va croître, qui est en train de croître dans toutes ces solutions, digitales, parce qu'effectivement, ils ont pour but de prévention, ils peuvent être appliqués à tout type de pathologie. On va voir une petite tendance à la slide suivante. En fait, pour vous expliquer un petit peu l'arrivée de ces DTX, tout a commencé lors de la crise du Covid. Les gens ont commencé à paniquer, on est resté tous chez soi, la dépression est arrivée, l'anxiété est arrivée et les médecins étaient débordés. Et donc, en fait, toutes les applications compagnons, toutes les applications pour suivre l'état de santé, l'état mental des patients, était primordial. C'était une solution qui était effectivement, c'était un besoin. Un grand essor, hein. Exactement, c'était un besoin. Et ensuite, on passe de solutions plus de santé publique à une solution beaucoup plus ciblée vers les thérapies. Donc là, on parle de remboursement, on parle d'efficacité. Je ne sais pas si vous connaissez Peer Therapeutics, Akili, Peer Therapeutics, qui est un DTX qui est remboursé actuellement aux États-Unis. Il y a aussi Gaia qui est remboursé en Allemagne. Et ensuite, quand on a vu qu'il y a une certaine efficacité dans ces pathologies, on a poussé un peu plus. Plusieurs solutions ont commencé à apparaître pour les maladies chroniques, pour le diabète, pour l'oncologie, pour la cardiologie, la neurologie. Et c'est en fait... et le nombre aussi d'investissements a commencé à croître. Ici, on a un schéma qui vous montre le taux d'investissement par les fonds VC dans ces startups-là. Donc voilà, 2,4 milliards pour les santé mentales, 2,4 toujours pour le diabète, l'oncologie, 1,3 milliard de financés pour ces startups-là. On dit en France. En France, en cardiologie, vous allez pouvoir voir BioSerenity aussi, là, c'est les chiffres un peu globaux, mais il y a BioSerenity aussi, qui est une startup française, qui, elle, c'est un wearable, donc c'est un t-shirt, c'est des vêtements connectés qui vont permettre de capter la pression artérielle, tous les senseurs et les données vitales en lien avec la cardiologie. Pour ceux que ça pourrait intéresser également, il y a MindHealth qui a sorti un très beau papier sur les différents investissements qu'il y a pu avoir en France sur la dernière année passée. Ouais. Je vous conseille vivement de vous y abonner si c'est non sponsorisé évidemment, mais c'est un très bon papier si vous voulez avoir plus d'informations. C'est ça. En somme, Safia, quelle est un peu la tendance qui découle de tout ça?
peut-être on voit qu'il y a beaucoup de maladies chroniques qui émergent, c'est ça? C'est ça. En fait, la tendance était qu'on est passé d'un modèle voilà, pour la santé mentale vers la maladie chronique, avec aussi en finalité des tendances pour les maladies rares, comme la fibromyalgie, qui n'est pas encore assez reconnue en Europe, et aussi pour voilà, l'hémophilie et tout type de maladie. Eh bien, merci beaucoup, Safia. Je vous propose d'enchaîner justement avec une des questions que l'on a pu avoir tout à l'heure, et ça fait partie des nouveaux challenges qu'on va vous expliquer aujourd'hui, que l'on voit émerger. Ces nouveaux challenges, ils sont au nombre de 3, ou en tout cas, on en a fait émerger 3, que l'on rencontre dans notre job au quotidien, que l'on voit. Le premier, il est évident, on l'a sur toutes les bouches, c'est l'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, c'est un joli mot pour dire que tout doit fonctionner ensemble, mais qu'est-ce que c'est réellement? Alors, on a posé la question tout à l'heure sur le chat, est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui décide, tiens, on va faire une application, une seule, connectée, qui fait tout? Moi, ce n'est pas forcément mon opinion. On a eu beaucoup de chance avant le Covid et même pendant le Covid, on a eu un foisonnement de solutions. On a énormément de solutions qui sont apparues. Il y en a certaines qui sont aujourd'hui disparues, il y en a qui ont maintenu, mais on arrive quand même dans un écosystème qui est très foisonnant. Et de notre avis, aujourd'hui, le but, on n'est pas vers un standalone avec une personne qui gère tout. Le but de l'interopérabilité, c'est justement de faire ce voyage sans couture entre les applications, de pouvoir avoir un partage de données, de pouvoir avoir toute cette complexité qui permet d'avoir un foisonnement, mais de pouvoir utiliser aussi bien des solutions en cardio, des solutions pour du suivi du bien-être. Et en fait, là-dessus, l'interopérabilité fait un socle commun. Ça fait en fait une entité pour pouvoir garantir à chacun que ces applications peuvent se parler, peuvent se connaître, mais elles n'ont pas forcément nécessaire d'avoir une application qui est faite un peu à la Big Brother, sinon on pourra avoir des échanges. Et c'est vraiment toute la magie en fait de cet écosystème. Et aujourd'hui, l'État, avec Mon Espace Santé, qui est un très bon exemple, il agit plutôt comme un catalyseur ou comme un élément de labellisation. Son but, c'est plutôt de donner un cadre pour toutes ces applications, plutôt que d'en faire une seule qui structure tout. On peut prendre un exemple qui est très efficace, qui est l'Estonie. Alors, c'est aux portes de l'Europe, c'est juste à côté. Il y a 10 ans, en Estonie, il n'y avait pas ce système d'interopérabilité. C'était peut-être une facilité aussi pour le mettre en place, mais aujourd'hui, 95% des données qui sont générées soit par les médecins, soit par les hôpitaux sont digitalisées. Et ça permet énormément de choses. Je vous encourage à aller vous rapprocher de l'écosystème estonien. Il est brillant, il est dynamique, il va dans tous les sens et c'est extraordinaire. Et c'est ce vers quoi je trouve ça très intéressant de pouvoir s'orienter. On a d'autres exemples également un peu plus loin de l'Europe. Il y a l'Israël, par exemple, qui est très, très fort. En France, peut-être la complexité pour arriver à ça, c'est qu'auparavant, on avait déjà un système existant qui était quand même très siloté. Et aujourd'hui, une des plus grandes difficultés qu'on rencontre, que ce soit en santé digitale, mais partout, c'est cette conduite du changement. Faire changer les habitudes aux gens, c'est très compliqué. C'est peut-être aussi un des éléments aujourd'hui qui entraîne cette difficulté. Et à mon sens, les applications et même les applications, les startups, tous les acteurs de la santé, c'est vraiment des promoteurs justement de cette idée de se dire, tiens, il faut faire changer les choses et c'est en faisant des preuves et des applications comme on a pu le voir auparavant que ça apporte cette conduite du changement. Mais Nicolas, comment faire changer les mentalités des médecins qui sont réfractaires à l'utilisation de ces applications et de ces solutions? C'est très simple. Déjà, ça passe par plusieurs éléments. Le premier, c'est déjà de l'awareness ou de la sensibilisation. Il faut déjà qu'ils comprennent qu'est-ce que ça leur apporte dans le métier. Aujourd'hui, si on arrive et qu'on dit à un médecin, tiens, vous faites de telle façon, ou aujourd'hui, vous soignez, vous prévenez, vous faites des actions de pratique médicale. J'arrive et je dis, tenez, utilisez cette application. Il va me dire, n'importe quoi, je fais mon métier depuis des années, j'en ai pas besoin. Si on arrive, on dit, tenez, aujourd'hui, on vous apporte un outil qui vous permet peut-être d'économiser du temps, d'améliorer la qualité patient, qui est efficace. Voilà, c'est à travers tous ces éléments qu'on va pouvoir aujourd'hui apporter une preuve aux médecins. Après, il y a plein d'éléments de valorisation à apporter sur la qualité, sur toutes les choses. Et ça me permet peut-être de faire un pré-spoil sur mes slides d'après, mais ça va être également comprendre ce que ça va apporter indirectement, la conduite du changement qu'il y a derrière
les économies que ça peut entraîner pour le système de santé. Il y a énormément de choses qui peuvent être aidées par les applications de santé. C'est ça. Et pour prendre l'exemple un peu de l'addiction, on va dire, mieux suivre le patient va pouvoir diminuer le taux d'overdose, les hospitalisations, les complications et bien évidemment les coûts de santé. Tout à fait. Le deuxième élément et le deuxième challenge qu'on voudrait vous mettre en avant, c'est ce côté de collaboration. Aujourd'hui, comme je le disais auparavant, il y a pas de standalone. Des applications qui sont maîtres sur le marché sans concurrence, dans un milieu comme la santé où on a beaucoup de situations comme ça de monopole, ça ne peut pas avoir lieu. On le voit aujourd'hui et depuis plusieurs années, il y a un nombre incroyable de structures qui se sont créées pour créer ces collaborations. Il y en a quelques à l'écran. C'est certainement pas exhaustif. Il y a Paris Santé Campus, Futur Focus. Là, c'est vraiment pour vous donner des exemples. Mais aujourd'hui, des systèmes de collaboration pour créer en fait ces écosystèmes, il y en a plein. Un qu'on connaît bien, c'est Coalition Next parce qu'on a la chance d'opérer ce collectif et cette initiative qui regroupe un peu à la manière des tiers-lieux, aussi bien des établissements de soins privés, publics, des industriels, du médicament, de la medtech, également des assurances, des mutuelles. Et c'est en fait avec toute cette intelligence collective et ce croisement des visions et des prismes que l'on peut arriver à quelque chose. Aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle avec des startups. Et alors, je dis startup, mais il y a plein de solutions qui sont créées par diverses structures en santé. Mais aujourd'hui, on est dans un élément où les startups elles fonctionnent sur du lean startup ou sur un modèle lean. C'est cette idée d'itération, de créer, de co-créer, d'aller voir les usagers, qui soient médecins, pharmaciens, professionnels de santé, les patients, les aidants. Il faut inclure tout le monde dans la boucle pour que ça puisse fonctionner et qu'une solution puisse matcher avec un besoin, une attente ou un marché. Petite question du chat, les tiers-lieux d'expérimentation sont-ils ouverts aux startups? Alors, la vague 2 des tiers-lieux d'expérimentation a été ouverte. Alors, elle n'est pas ouverte aux startups uniquement. En fait, les tiers-lieux d'expérimentation vont être des lieux justement pour expérimenter ces types de solutions. Donc, ils ne sont pas ouverts aux startups en tant que tels, puisque les projets de tiers-lieux doivent être portés par un établissement de santé. Cependant, les établissements de santé, ils fonctionnent mais avec de la collaboration, justement. Et dans les vagues de tiers-lieux, ils doivent proposer des projets en partenariat avec des startups, des industriels, des centres de recherche. Donc, évidemment, si vous êtes une startup, je vous encourage à vous rapprocher de candidats tiers-lieux, de tiers-lieux. Il y en a des très bons qui sont montés. Il y en a 10 aujourd'hui qui ont été lauréats pour l'année 2022, donc. Et dont on peut compter par exemple Win, Bopex, il y a également au niveau de Toulouse, enfin il y en a 10 en France qui ont été bien répartis. N'hésitez pas, c'est des extraordinaires mécanismes et véhicules pour faire de l'innovation et j'encourage les startups à aller les rencontrer. Un dernier élément qui est, je pense, un des plus importants, j'ai tiré cette infographie d'un élément qu'on a publié il y a maintenant un petit mois, qui parle de modèles de référence pour les modèles d'affaires. Aujourd'hui, le modèle d'affaires, c'est l'un des plus gros challenges pour les solutions de santé numérique. Les business models sont très complexes, ils sont en constante évolution et aussi on a la malchance en santé d'être, on va dire, obnubilé par un seul prisme, c'est celui du remboursement. Pour les solutions de santé, le remboursement, c'est un petit peu le business model ou le modèle économique qui est le plus commun. On fait une solution de santé, on va la prouver cliniquement, on va la prouver en safety, etc. Comme par exemple, on peut faire l'analogie avec les médicaments, la R&D, le développement, les essais cliniques, etc. Jusqu'à l'obtention de l'AMM qui permet par la suite, avec différents processus, un remboursement. En fait, pour les solutions numériques de santé, c'est complètement l'inverse. Le remboursement, c'est presque la fin du chemin. Aujourd'hui, arriver au remboursement, c'est très complexe pour une solution de santé et la startup qui l'apporte ou la structure qui l'apporte a le temps de mourir 36 fois avant d'arriver à ce remboursement. Donc, le remboursement pour une solution de santé, ça doit être un objectif, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut réfléchir sur le chemin quand on va faire des V1, des V2, des V3, à des modèles complexes
à des modèles d'affaires qui peuvent apporter de l'argent, des revenus différents. Et pour ça, il y a un élément qui est très important que l'on voit émerger aujourd'hui, que l'on voit émerger à travers Coalition ou d'autres solutions, c'est cette capacité à apporter de l'économie, à apporter de la transformation organisationnelle dans les établissements, dans le parcours de soins, qui aujourd'hui apporte une valeur énorme, mais qui n'est pas ou très très peu valorisée et qui n'est pas ou très très peu rémunérée. Aujourd'hui, c'est primordial de commencer à réfléchir à des modèles économiques qui vont encourager cette transformation organisationnelle, cette conduite du changement et ces économies pour le système de la santé. Peut-être pour conclure, et on va se partager les conclusions entre chacun, mais ça paraît évident, on vous les a dit, on arrive déjà à la presque fin de ce webinaire. On va parler évidemment des collaborations, mais aussi de la rupture des silos. Aujourd'hui, on utilise énormément d'outils, de l'IA, de la circulation de données. C'est aberrant d'avoir des solutions ou des acteurs qui restent en stand-alone et qui restent tout seuls dans leur coin. La santé, c'est un écosystème partagé, aller vers l'extérieur, et c'est hyper important en termes de recommandations pour toutes les solutions de santé de s'ouvrir sur cet écosystème. Et ce qui est bien aussi dans les applications, c'est qu'elles peuvent être utilisées dans tout le parcours patient ou même dans tout le développement d'une nouvelle thérapie. On parle pas mal d'applications voilà, pour améliorer le quotidien du patient, améliorer le diagnostic, améliorer la prévention. Mais il y a bien un travail ou une application qui est essentielle, c'est l'application des essais cliniques. Actuellement, les solutions peuvent permettre d'identifier les effets indésirables, de suivre le patient, suivre l'état du patient par rapport par rapport à un traitement, par rapport à une posologie, pouvoir adapter et pouvoir tester. Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle peuvent permettre de personnaliser le traitement, peuvent permettre de personnaliser le dosage, et c'est quelque chose qui est essentiel pour plus tard permettre de commercialiser cette thérapie le plus efficacement possible. Safia, quand tu parles d'essais cliniques, est-ce qu'on peut aussi envisager ces essais cliniques de phase 4 qui sont dits en vie réelle ou qui sont après une obtention? Et est-ce que peut-être les solutions numériques ont un rôle à jouer là-dedans? Exactement. En fait, elles peuvent permettre d'identifier de nouveaux effets indésirables ou de permettre d'identifier le nombre d'effets indésirables d'une thérapie. Voilà. Quand je dis essai clinique, ça peut être aussi en vie réelle et aussi tout au long de la vie du patient, de la vie dans sa maladie. Partie 3. Ouais, oui, j'allais dire la troisième, c'est je peux te le laisser, je ferai la quatrième si tu veux. Et donc, on vous a parlé pas mal d'applications, de solutions, en lien notamment avec comment faire ce lien en fait, avec les laboratoires pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique en elle-même. En fait, toutes ces solutions vont, vont booster, je dirais, l'efficacité du traitement, l'efficacité du médicament. Et voilà, par exemple, un laboratoire qui veut lancer une nouvelle thérapie ou qui veut pouvoir améliorer la qualité de vie du patient, va pouvoir se collaborer avec une start-up, collaborer avec une entreprise qui développe cette solution-là. On voit pas mal aussi qui est déjà très très bien fait dans l'écosystème, et vous savez, cette collaboration biotech-pharma pour tout ce qui est thérapie innovante, les anticorps monoclonaux, les thérapies géniques, les laboratoires savent le faire. C'est même ce qu'on a vu pour le Covid, par exemple. Exactement. Les laboratoires savent déjà le faire. Et ils peuvent très bien utiliser cette stratégie de la business pour collaborer avec des startups, notamment à travers des solutions digitales, et commercialiser, faire de la copromotion, faire du licensing, peut-être même investir dans des startups. C'est quelque chose qui peuvent très très bien se faire, et c'est pour ça que j'aime bien dire passage d'un modèle plutôt collaboration incrémentale à ce modèle d'innovation qui va pouvoir combiner le médicament, les solutions wellness, les solutions thérapie digitale, les applications en tout genre. Comme on en parlait tout à l'heure, ça ressemble à de la symbiose, un petit peu comme dans le règne animal. C'est très intéressant de voir ce format. Pour terminer, peut-être sur le quatrième point que l'on a mis en lumière, c'est vraiment réussir à démontrer cette capacité transformationnelle des solutions numériques, et notamment pour les inclure en fait dans le ROI. Donc, ce n'est pas ROI, c'est ROI pour le retour sur l'investissement de ces collaborations. Aujourd'hui,
c'est quelque chose qui est très peu fait, qui est très difficile à faire et c'est quelque chose qu'on encourage. Nous, on le voit petit à petit émerger, mais C'est vrai. dans les prochaines années ou même mois, pour être vraiment très rapide, Mm, je pense qu'on est convaincu de c'est l'importance ça. de mettre ces éléments en avant et de commencer à réfléchir dessus. Mais on voit très bien qu'en fait, les laboratoires pharmaceutiques ont un peu ils ont peur de prendre le risque, ils ont peur de sauter le pas ils se disent: «Bon, à quoi ça va me servir? Est-ce que j'aurai un retour, sur investissement assez, conséquent? Est-ce que ça va vraiment permettre de booster dans le cas les ventes ou bien d'avoir un impact?» Mais je dirais qu'en fait, ça peut être bateau, mais si on se lance pas, bah, ça on pourra pas savoir et c'est le risque qu'il faut prendre, quoi. Par exemple, quand je parle d'investissement où les laboratoires investissent dans des startups, Sanofi a investi 180 millions pour, la startup Owkin. Bon, c'est un montant assez élevé, mais voilà, commencer par des petits investissements, commencer par des collaborations, assez minimes si vous ne voulez pas, directement, racheter ou directement vous lancer dans une collaboration assez pérenne. Voilà, commencer petit et ensuite, voir si Voyez grand par la suite. et voir si ça fonctionne et si vous avez un ROI assez satisfaisant. Super, on arrive au meilleur moment de ce Ouais, webinaire on vous laisse 10 minutes pour les questions. qui est exactement les questions-réponses. Alors, c'est super parce que vous avez été très, très Dynamique. dynamique durant le webinaire. Il y a eu plein de questions. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que l'on peut répondre. On a eu pas mal de sujets. On a abordé beaucoup d'éléments. N'hésitez pas à envoyer des questions sur des éléments qui ont pu être dits, sur des choses qui n'étaient peut-être pas claires. C'est ça. En parallèle, on vérifie que les questions ont toutes été traitées. Donc, il y en a, c'était plutôt des exclamations, peut-être au moment où on intervenait. Il y a un message d'un spectateur anonyme qui dit que les essais cliniques ont un coût, effectivement, tout à fait. Mais ça n'empêche pas que le numérique peut les faciliter, peut permettre de faire des économies, ça peut être mutualisé, etc. On nous fait un signe, On nous dit dans l'oreillette qui est alors les questions. Est-ce qu'il y a des questions plus Hop, importantes? Ah oui, merci beaucoup pour merci la beaucoup. présentation. Plus de ressources sur les modèles d'affaires, sur différents revenus modèles. Avez-vous des suggestions? Ça dépend d'énormément d'éléments. Ça dépend de dans quelle dimension vous êtes, dans quelle sphère thérapeutique. Enfin, il y a plein d'éléments. On va pas réfléchir le modèle d'affaires de la même façon sur de la prévention C'est que ça. sur du parcours de soins. C'est avec plaisir pour échanger avec. Vous pouvez nous contacter directement sur les réseaux sociaux, Mmh. donc par exemple LinkedIn ou par mail. Par mail, vous les aurez. Oui, Enfin, après normalement, ils sont ouais. disponibles en vous connectant sur le lien du webinaire. Et ça dépend, voilà, si vous faites de la copromotion avec une start-up, pouvoir, utiliser vos forces de vente, pour pouvoir faire la promotion à la fois du médicament et à la fois de la solution digitale que vous voulez, lancer. Ça peut aussi être du licensing. La start-up dont je vous ai parlé, Gaia, qui a lancé un DTX, pour la dépression. Donc, il y a le laboratoire Ethypharm qui a pris, voilà, qui a le licensing de cette solution-là, qui souhaite le lancer ou qui l'a lancé en France, qui a notamment demandé le remboursement auprès des autorités. Bon, avec Un chemin semé ouais, d'embûches. c'est ça, pour montrer voilà, un peu la complexité de cette démarche. Mais oui, c'est tout à fait possible. Après, il y a le rachat pour les plus téméraires il y a l'investissement en equity qui est aussi possible comme modèle. Vu que les questions semblent Ouais, s'arrêter, je vous propose, peut-être pour terminer, de vous présenter un petit peu qui nous sommes, c'est ça. puisqu'on a introduit directement ce webinaire comme des malotrus, Sans nous, sans nous présenter, mais ça vous permettait de vous garder en haleine jusqu'à la fin. Maintenant, on révèle nos vraies identités. nous sommes pharmaciens de formation et consultants chez Digital Pharma Lab.
Digital Pharma Lab qui a voilà, 5 piliers pour faire appuyer dans la transformation et l'innovation, tout ce qui a trait à la collaboration avec des pharma et des startups. Du customer engagement, C'est ça. c'est-à-dire tout ce qui va être lié à l'omnichannel, à la communication par les industries de santé. Une partie également sur la stratégie de marché, notamment sur les sujets que l'on a abordés de santé digitale. Également une partie financière où on va pouvoir apporter une expertise sur les due diligence ou sur d'autres formations. On a une team assez experte. Très experte. Très experte. Hétérogène. Exactement. Rôle également, c'est important. Avec une grande connaissance de l'écosystème santé, à la fois tout ce qui a trait à l'industrie pharma, mais aussi aux startups digitales, aux nouvelles technologies. On peut, voilà, comme je vous ai montré un peu un mapping des wearables, des startups, on connaît très bien les deux langages. Et ouais, on est un peu voilà, un peu en France, en Allemagne, en Belgique, partout dans le monde. Exactement. Bientôt sur la Lune, n'hésitez pas. Pour C'est mieux comme ça. C'est parti. Et on n'a pas eu le temps de le lire, c'est pas grave. Pour terminer, maintenant c'est maintenant un petit QR code pour finir. N'hésitez pas à le prendre sur votre téléphone. Exactement. Vous pouvez le scanner et d'ailleurs on va le faire ensemble. Hop là, et vous arrivez sur un logiciel qui s'appelle Airtable. N'hésitez pas à le remplir pour nous contacter. Si vous avez des questions, si vous voulez plus approfondir les sujets qu'on a abordés, suivre notre newsletter. Voilà, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous davantage à travers la sollicitation. Merci pour la présentation. On vous remercie beaucoup et puis vous avez été très dynamique, donc on apprécie. Merci pour toutes les questions.